Femme togolaise, où es-tu? Depuis les incendies des marchés de Lomé et de Kara, nombreuses femmes du Togo ont vu leur négoce se sombrer. Ces femmes qui font de l'économie nationale une économie considérable et forte ont perdu ou presque espoir. Les Togolaises et Togolais ont commencé par recouvrer espoir depuis l'annonce en 2015 du mandat social par le président Faure Gnassingbé. En 2018, quel bilan à mi-parcours peut-on établir? Sans doute, la solution aux préoccupations des femmes togolaises sont incluses dans les promesses de ce mandat social. Sont-elles satisfaites ou non 3 années après? Au poste de responsabilité, généralement, les femmes sont moins représentées dans les pays notamment africains. Le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo sont des exemples entre autres. Comment peut-on expliquer ce nombre restreint de femmes dans les gouvernements de nos pays? La jeune fille doit aller ou a le droit d'aller à l'école, tout comme le garçon. La semaine dernière, le Japon a financé la construction de salles de classe dans 2 localités du Togo. Pendant ce temps, les enseignants étaient en grève. Que se passe-t-il réellement dans le secteur de l'éducation au Togo? Quelle solution pour une sortie de crise? Plusieurs secteurs connaissent dans le pays des mouvements de débrayage. Il y a quelques jours, les hôpitaux publics du pays étaient silencieux. Cette tension sociale doublée de la crise politique font du Togo sans doute un pays en crise. S'il était un avion, on dirait qu'il est en train de secouer. Depuis le 19 août 2018, la question du retour à la Constitution de 1992 crée polémique au sein de la classe politique au Togo. En tant que politique, notre invité nous donnera son avis sur cette problématique. Elle est ancienne ministre de la Communication, des Arts et de la Formation civique, enseignante à l'Université de Lomé, écrivain, directrice actuelle de l'ISICA, pour que les gens s'y retrouvent, Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts. Madame Kouméalo Anaté, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. On l'espère pour un moment de vérité, surtout un moment d'échange constructif. Bienvenue. Merci, j'apporterai ma contribution. Ok, sans doute vous êtes une femme et nous sommes dans le mois de la femme. D'abord un mot à l'égard de la femme en général, notamment celle du Togo. Bien, effectivement, le mois de mars, le 8 mars notamment, est célébré dans le monde entier la journée des droits de la femme. Ce n'est pas une fête, c'est un moment pour réfléchir et, on va dire, réclamer plus de droits pour les femmes. Parce que dans le monde entier, quel que soit le pays, c'est le même constat. Les femmes sont défavorisées, il y a une inégalité chronique entre hommes et femmes. On a des rapports entre hommes et femmes qui sont en défaveur de la femme. Donc toute cette disparité, ces inégalités qui vont même jusqu'aux violences subies par les femmes font qu'à un moment donné, il a fallu effectivement que des femmes se lèvent et commencent à réclamer les mêmes droits que les hommes. Parce qu'on est des partenaires et on doit être sur le même pied d'égalité. Bien, donc, qu'est-ce qu'il faut dire pour la femme togolaise et même pour d'autres femmes? On se rend compte que les femmes en général sont battantes, que dans beaucoup de pays comme au Togo, c'est elles qui tiennent pratiquement l'économie, l'économie informelle on va dire, même dans le monde rural, au niveau de l'agriculture, l'apport des femmes, vous prenez tous les rapports de la FAO, etc., vous verrez que l'apport des femmes est considérable. Et justement, je ne vous coupe pas, madame, mais la femme togolaise, c'est une question que je vais vous poser sans doute dans le courant de cette émission. Mais est-ce que tout de suite vous pouvez nous dire, est-ce que la femme togolaise, quoique battante, vit justement de cet effort justement qu'elle fait? Est-ce que le gouvernement permet à la femme, surtout avec le mandat social... Ce n'est pas une question de gouvernement, c'est pas une question de gouvernement. La femme en vit, mais elle en vit comment? C'est ça la question. Elle en vit comment? Est-ce que le travail de la femme est suffisamment valorisé? En fait, c'est ça la question. Qui doit valoriser ce travail-là? C'est l'ensemble de la société. C'est vrai, il faut qu'il y ait peut-être des textes de loi, pas peut-être, il faut qu'il y ait des textes de loi qui encouragent cela, mais c'est l'ensemble de la société qui doit aussi changer de regard sur le travail de la femme. Ça doit commencer même depuis nos traditions, nos cultures, où la femme est vue comme une personne, on va dire, de seconde zone. Elle est toujours derrière l'homme, elle ne doit pas prendre la parole, elle est assimilée à un enfant, pour ne pas dire même à un meuble.
Oui, donc il y a des représentations qui sont en défaveur de la femme, qui fait que même l'homme qui est notre partenaire nous voit toujours comme inférieur à lui. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement dans les cultures africaines. Vous allez prendre même des grands philosophes en Occident et vous allez vous tirer les cheveux parce que vous lisez ce qu'ils écrivent sur les femmes. C'est ahurissant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la femme est moins intelligente que l'homme, elle n'est pas capable, elle n'est pas si. Et donc à un moment donné, la femme elle-même, elle a intégré ses préjugés, ce regard négatif sur elle, et ça fait qu'elle a développé des complexes. Et justement, madame, vous venez de dire que l'homme se croit supérieur à la femme, supérieur ou intelligent que la femme. Une femme que je vais vous citer tout de suite, c'est la présidente mauricienne, la vice-présidente mauricienne. Elle a été inversée du pouvoir pour une affaire de corruption. Sûrement que vous avez l'information. Oui. Oui. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Pour l'instant, il n'y a pas de rapport par rapport à ça. Ça veut dire simplement que la femme est un être humain comme tous les autres et que dans l'exercice des différentes fonctions, ce n'est pas parce qu'elle est femme qu'elle n'a pas droit à l'erreur ou qu'elle ne peut pas commettre des erreurs, si tant est que c'est vérifié. Je ne maîtrise pas ce dossier, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que justement, il faut qu'il y ait plus de femmes qui soient aux commandes, qui soient dans les postes de décision. Et en ce moment, vous ne trouverez pas extraordinaire parce qu'il y a une seule femme qui a commis une erreur, on crie ça sur tous les toits, alors que 10 000 hommes en commettent chaque jour et personne ne dit rien. Il faut que les femmes soient présentes et qu'elles commettent aussi leurs erreurs. Si bon, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais qu'elles fassent leurs armes, parce que c'est un milieu aussi où on doit avoir de l'expérience, où on doit apprendre, etc. Alors, personne n'est politique. Personne n'est chef de l'État ou ministre, etc. Donc c'est la fonction qui vous permet de mieux connaître les mécanismes, les enjeux et de mieux affronter la situation. Et justement, madame, vous venez de parler de la femme. Sans doute dans mon introduction, j'ai fait allusion au nombre restreint de femmes que nous trouvons dans l'administration publique ou dans les gouvernements de nos pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire ou nous expliquer, du moins selon vous, ce qui peut amener cela? Pourquoi ce nombre restreint de femmes dans le gouvernement des pays africains? Oui, pas seulement dans les pays africains. Je vous dis, c'est vraiment un phénomène mondial. Vous avez raison. Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Voilà, les femmes sont sous-représentées. Vous prenez le cas du Togo. À l'Assemblée nationale, on est autour de 17, un peu moins de 18%. Dans le gouvernement, c'est pareil, autour de 20%. Le Bénin voisin est encore loin derrière nous. À l'Assemblée, ils n'ont même pas 10% de femmes. Donc, ça pose un problème. Alors, le problème, les explications ou les facteurs qui peuvent expliquer cela sont pluriels, sont de divers ordres. Il y a les facteurs, les pesanteurs sociales dont je parlais, socioculturelles dont je parlais, mais il y a aussi certains textes de loi qui ne sont pas favorables à la femme, parce que c'était fait par les hommes pour les hommes, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de justement, cela. Maintenant, dans le cas du Togo, est-ce que ces textes de loi ne doivent pas favoriser la femme aussi? Dans le cas du Togo, nous avons fait des progrès. Quand on regarde les pourcentages dans les années antérieures à 2000 et aujourd'hui, il y a un progrès significatif qui est fait, mais il y a encore du travail à faire. Nous avons la chance au Togo, il y a quelques années, il y a un texte de loi qui a été voté et qui avantage normalement la femme, qui insiste sur la parité homme-femme. Madame, mais vous allez être surpris. Vous avez parlé de... Quand vous êtes en train de faire votre phrase, vous avez dit normalement. Pourquoi normalement? C'est-à-dire que, certes, le projet de loi... Justement, je vais vous expliquer cela. Le texte de loi a été proposé par le gouvernement parce que le chef de l'État actuel en a fait une priorité, la parité homme-femme. Malheureusement, au moment où le texte devait être adopté à l'Assemblée, on s'est rendu compte que, parce que c'est des contraintes qui sont imposées aux partis politiques. Et on s'est rendu compte que beaucoup de partis politiques de l'opposition n'en voulaient pas. Est-ce que vous ne leur jetez pas la faute ou la pierre? Pourquoi leur jeter la faute? On est en train de vous parler d'un fait. Je n'invente rien. Allez à l'Assemblée vous renseigner. C'est-à-dire que la clause qui voulait qu'il y ait un quota sur les listes électorales, ils ne voulaient pas que ça s'applique immédiatement parce qu'ils n'étaient pas prêts. On est en politique, chacun pour des intérêts peut négocier. Donc ils avaient demandé que ce soit reporté et appliqué ultérieurement. Donc nous espérons que les échéances à venir, ça va être l'occasion de voir leur bonne foi. Si entre-temps, est-ce qu'ils se sont préparés pour que les échéances à venir, on puisse avoir plus de femmes
sur les listes électorales de tous les partis politiques. En tout cas, ce que je peux dire, moi, connaissant le parti au pouvoir, je sais qu'ils sont en train de faire des efforts. Parce que l'un des arguments que les hommes nous jettent à la figure, nous les femmes, c'est de dire, quand on cherche les femmes compétentes, il n'y en a pas, on n'en trouve pas. Ou les femmes ne veulent pas faire de la politique, etc. Pour moi, ça devient des excuses. Parce que les partis politiques ont le devoir de former les militants. Ils peuvent former les femmes, les aider, s'ils veulent vraiment leur donner cette possibilité-là. Justement, vous êtes du côté du parti au pouvoir, vous êtes femme de UNIR. Oui. Est-ce que chez vous, cela se fait? Est-ce que vous formez les femmes? J'ai eu la chance de faire partie d'une coordination mise en place par le chef du parti UNIR pour former les femmes en leadership politique. Et nous avons sillonné les 5 régions du Togo. On a initié des formations, des ateliers de formation aux femmes, pour les femmes, au bénéfice des femmes en leadership politique. Donc je peux dire que pour le parti UNIR, et là ça m'a permis de découvrir que les femmes sont prêtes, contrairement à ce qu'on nous dit, et que ce n'est pas question de diplôme. Nous avons des femmes battantes, des femmes actives, dynamiques, et qui en veulent. Et pour peu qu'on leur fasse un peu d'espace, qu'on leur donne de la place. Et je pense que le parti UNIR est prêt, je peux le dire. Je peux témoigner parce que j'étais sur le terrain, quoi. C'est ça. Ok, madame, nous allons clore ce débat justement autour de la femme, en ce mois de la femme. Je voudrais ajouter un mot, parce qu'il faut, au-delà de former les femmes, il faut qu'on forme aussi les hommes. Parce que c'est une question de mentalité. Nos sociétés doivent faire leur mutation et comprendre que l'homme seul ne peut pas construire une société. C'est-à-dire qu'il y va de la survie de nos sociétés. Donc cette égalité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. D'accord. Cette égalité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et nous allons justement en parler peut-être à la fin de l'émission. Vous allez adresser un message aux femmes du Togo. Madame, vous avez fréquenté pour être ministre en 2013 et après directrice de l'ISICA. Dites-nous, quelle comparaison faites-vous aujourd'hui entre l'université de Bordeaux que vous avez faite? Sans doute, je crois que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Quelle comparaison vous faites aujourd'hui en termes d'infrastructure, en termes de qualité de l'enseignement entre le Togo et l'université du Togo, sans doute? Mon cher Christian, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Mais du moins, le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Est-ce que, au moins au niveau de l'enseignement, de la qualité de l'enseignement, cela serait possible quand même? Alors, par rapport à l'enseignement, le Togo n'a pas à rougir. Depuis toujours, l'Université du Togo a joui d'une belle image, a été bien cotée à l'extérieur, et ce qui fait que déjà même nos lycées, le bac togolais a été reconnu. Les étudiants, quand ils sortent de l'Université de Lomé, qu'ils vont à l'extérieur, ils sont parmi les meilleurs. En tout cas, ceux qui veulent travailler, ils sont toujours parmi les meilleurs. Et en termes de formation, nous recevons, il y a échange d'enseignants, nous recevons des missionnaires de l'extérieur, même de Bordeaux, nous recevons des missionnaires. Nous avons à ISICA ce que nous appelons une licence délocalisée. Nous avons des étudiants d'ISICA qui peuvent suivre une licence à Bordeaux et avoir le diplôme de Bordeaux en licence, s'ils le souhaitent. Et quand nous avons voulu faire les équivalences entre nos offres, nous avons vu qu'on n'avait pas à rougir, nous avions une très belle offre. Donc en termes de formation, l'Université de Lomé donne de bonnes formations et nous avons été récompensés récemment, on a été bien classés parmi les meilleures universités en Afrique. Et justement, je vais rapidement aborder cette question. Est-ce que la formation que vous donnez à vos étudiants aujourd'hui, est-ce que vous voyez, certes, vous venez de dire qu'elle est de qualité, mais est-ce que ces étudiants-là, on en voit justement sur les radios, dans les télévisions de notre pays, est-ce qu'ils ont sans doute la qualité qu'il faut? Est-ce qu'ils travaillent bien? Est-ce qu'ils sont professionnels, madame? Alors, ça, c'est une question difficile à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou non. Sans doute, vous suivez également... je vous explique, le professionnalisme dépend d'autre chose. Ce n'est pas que de la formation. Vous savez, la formation représente un petit pourcentage. Il y a le travail personnel qui représente un grand pourcentage et l'expérience un autre pourcentage. Donc, c'est ce que je dis, nous donnons des outils. Ceux qui veulent réussir, ils ont les outils nécessaires pour aller loin. Après, il y a leur part qu'ils doivent faire. Donc, dans le LMD, nous disons enseigner autrement, mais on dit aussi apprendre autrement. Donc, le travail personnel est indispensable, incontournable. Alors, notre exigence pour nous en tant que formateurs, c'est de pouvoir nous remettre en question régulièrement et d'adapter l'offre
en permanence. Ça, c'est l'effort que nous pouvons faire et c'est ce que ISECA essaie de faire. Nous sommes dans un domaine, les sciences de l'information et de la communication, c'est un domaine qui bouge beaucoup, il y a beaucoup d'innovation. Voilà, donc notre rôle, c'est d'être à la page, d'actualiser l'offre. Et l'Université de Lomé, dans les textes, a prévu qu'après chaque 3 à 4 ans, que les offres de formation puissent être actualisées. Donc, par exemple, cette année, nous venons de mettre à jour notre offre de licence. Donc, à la rentrée prochaine, nous changerons l'offre en intégrant davantage tout ce qui touche aujourd'hui au numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique. Donc, dans les formations, on va insister davantage sur la communication digitale, par exemple. Au-delà de la question de la qualité de l'enseignement sur le campus ou dans les écoles secondaires et primaires, demeurent aussi évidemment les réclamations des enseignants. Que pensez-vous de ces réclamations? Vous pensez que le gouvernement ne sait pas qu'il faut construire davantage d'écoles? Il le sait. Et d'ailleurs, dans le programme du chef de l'État en 2015, on a jeté nos yeux là-dessus. Quand même, on a vu qu'il a parlé de ça. Il a surtout dit que les enfants, aucun enfant justement, avant la fin de ce mandat social-là, ne doit parcourir plus de 2 km avant d'aller à l'école. À l'école, voilà. Aujourd'hui, justement, donc, le PUDC qu'on a signé avec les Centres des Nations Unies, c'est pour avoir plus de moyens et multiplier la construction des écoles. Mais le temps social n'est pas le temps administratif et politique. Parfois, pour décaisser l'argent, il y a des procédures pour construire, ça prend du temps. Au moment où nous, moi parent d'élèves ou moi élève enseignant, je veux tout de suite. C'est normal, c'est-à-dire que chacun est dans son droit. Mais le dialogue permet maintenant aux uns et aux autres de comprendre que c'est vrai, je peux faire ça, mais voilà la difficulté que j'ai, voilà le temps dont j'ai besoin, et négocier pour que toi tu sois patient et que tu comprennes, etc. Et qu'on puisse s'accorder sur les délais, etc. Donc il ne faut pas penser que quelque part les autres sont de mauvaise foi ou ne veulent pas ou ne voient pas et qu'il n'y a qu'un seul côté qui voit. Je crois que c'est une question de point de vue et du rapport aux choses et du rapport au temps. Et c'est là que le dialogue est indispensable. Il n'y a pas à incriminer que ce soit. Personne n'est plus coupable ou responsable que d'autres. La question ne se pose pas là. Il y a des besoins et c'est normal. Et s'il n'y avait pas de besoins, on serait dans un pays idyllique. On n'est pas dans un pays idyllique. Et d'autant plus qu'on revient de très loin. Le Togo connaît beaucoup d'années de crise, 25 ans de crise où tout était arrêté complètement. Il y avait une panne, rien n'était construit, etc. Donc il faut rattraper ce retard et aller plus vite parce qu'entre-temps la population a augmenté. On a plus de jeunes, plus d'élèves, donc la demande est plus forte. Parce que quand on dit que quelqu'un gouverne un pays, par exemple, même dans une simple maison, je crois que le parent doit avoir toute la nourriture possible pour pouvoir... Il fait l'effort. Est-ce que le gouvernement ne prévoit pas qu'il y aura plus d'enfants, plus de jeunes dans le pays? Oui, vous pouvez planifier, prévoir, mais il faut avoir maintenant les moyens. Quand vous sortez de 25 ans de crise, que tout est à terre et qu'il faut reconstruire, que tout est urgent, pendant que vous construisez les écoles, vous devez construire les hôpitaux, vous devez construire les universités, construire, etc. Tout est urgent en réalité au Togo. Vous devez faire les routes parce qu'il n'y en avait plus de routes, vous devez électrifier, etc. Maintenant, c'est vrai que selon les choix politiques, on peut décider à un moment donné que l'éducation en tant que priorité, parce que c'est défini comme une priorité par notre État, en tant que priorité, bon, peut-être que cette année, je vais mettre plus de moyens là. C'est des arbitrages en ce moment-là qui sont faits. C'est ce que je veux dire. Le fonctionnement d'un État, c'est complexe. Mais il faut effectivement qu'il y ait la société civile, qu'il y ait les syndicats qui de temps en temps bousculent les choses. Bon, parce que c'est leur devoir aussi de le faire. Et justement, madame, vous avez essayé de répondre un tout petit peu à ces questions, mais je vais vous citer rapidement. Écoutez ceci. Oui. Il n'y a que des gens de mauvaise foi pour ne pas voir les réalisations de son Excellence Faure Gnassingbé et des réformes que celui-ci a entrepris pour lancer le Togo sur la voie du développement. Exact. C'est de qui cette citation? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ça me ressemble. Et justement, c'est vous qui l'avez dit en 2015. Oui, je crois absolument. Que vous en rappelez. Absolument, je m'en rappelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez ça que le chef de l'État... d'être incendié par certains journalistes. Je m'en rappelle très bien. Justement, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le chef de l'État a fait beaucoup de choses quand même durant ce mandat social? Sans doute, on le sait, nous sommes justement à moins de 2 ans de la fin de ce mandat-là. Oui, en toute honnêteté, je dis que beaucoup de choses
sont en train d'être faites. C'est vrai, vous ne pouvez pas tout citer, mais madame, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire telle ou telle chose a été faite par le chef de l'État et qui contribue justement à l'essor de notre pays? Du moins, des exemples. Ne serait-ce que sur le plan des infrastructures. Vous allez voir que lorsqu'il y a une route qui passe dans un milieu, ça change automatiquement la vie de ce milieu. L'économie se développe. C'est vrai, mais souvent les populations disent que ce ne sont pas les routes que nous allons manger. C'est les élites qui disent ça. Je suis désolée. Les populations, moi je me rends compte, chaque fois qu'on a goudronné une voie, 2 jours après, vous allez voir des boutiques pousser comme des champignons. Les gens s'installer pour leur commerce et ils vivent de leur commerce. Et s'il n'y avait pas de route, vous cultivez votre cacao, vous ne pouvez pas aller le vendre en ville. Les routes font développer tout milieu. Donc ça améliore les conditions de vie, ça améliore les conditions économiques. Donc une fois que vous laissez les infrastructures, bon, il y a des efforts au niveau de l'école, même si on trouve que c'est un score insuffisant par rapport à la demande aux besoins. Il y a de nouvelles écoles qui sont construites. Il y a un effort qui a été fait pour minimiser le coût de la formation. L'école pour les frais, pour réduire les frais de scolarisation. C'est dans le programme du mandat social du Absolument. Absolument. Le permettre aussi... Est-ce que vous avez vérifié, nous sommes des journalistes, nous avons vérifié, oui. C'est vrai, l'école est presque gratuite au primaire. Oui. Justement, est-ce que la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement... Il ne faut pas mélanger les problèmes là. Vous êtes en train de mélanger les problèmes. On va demander les actions sociales. On peut poursuivre les actions sociales. Justement, maintenant, la qualité de l'enseignement... une action sociale, madame. La qualité de l'enseignement dépend de plusieurs choses. Dépend des enseignants, de leur formation. Et c'est pour ça que des ENI ont été réouvertes, les écoles nationales. Oui, enfin, des instituteurs. Justement, qui forment les instituteurs. Certains étaient fermés à l'époque, pendant les années de crise, ça a été rouvert parce qu'il faut former les formateurs. Si le formateur n'est pas bien formé, il ne peut pas bien former l'enfant. Donc il y aura des lacunes. Donc je crois que c'est ce souci de la qualité qui a amené cela. L'ENES qui continue à fonctionner, c'est ce souci de mieux former les formateurs. D'accord ? Et les concours, on a lancé plusieurs concours de recrutement des enseignants, parce qu'il y a une pénurie, on le sait. Sinon, il n'y aurait pas eu ces concours. Je ne sais plus on en est à quel concours de recrutement des enseignants. Ça fait au moins 3 concours, même plus, que le gouvernement a organisé. Donc c'est parce qu'il est conscient de l'effort qu'il doit faire pour soutenir la formation. Après, il faut que les instituteurs, les enseignants même soient plus responsables, que ce soit primaire ou à l'université. Il faut une éthique et un professionnalisme. Quand on parle de professionnalisme, ce n'est pas pour les autres seulement. Dans l'enseignement aussi, il faut un professionnalisme et malheureusement, on pourrait aussi en parler parce qu'il y a certains enseignants qui ne prennent pas trop au sérieux leur métier, alors qu'ils détiennent un pouvoir qui est extraordinaire. Parce que l'enseignant, c'est comme le journaliste, il forme les esprits, il forme les mentalités. Et s'il ne fait pas bien son travail, il va former de mauvais citoyens et ça ne va pas rendre service à l'État. Et ça, il faut le dire. Et justement, madame, est-ce que l'État n'a pas vu ce problème arriver de loin pour pouvoir le régler à temps? Vous parlez de quel problème? Justement, vous avez parlé sans doute de la formation des instituteurs. Oui, ils sont en train d'être formés. Justement, est-ce que cela ne pouvait pas se faire un peu plus tôt pour que les élèves... C'est-à-dire, le plus tôt là, c'est quand pour vous? Madame, le plus tôt, c'est quand? C'est les années 90 où on était à feu à ça, où le pays était bloqué? Ou à quel moment? Peut-être depuis l'arrivée du président Faure au pouvoir. Mais les ENI avaient existé du temps, dans les années 80, du temps du président du feu Yadema, les ENI existaient et marchaient très bien. Les années de crise ont amené à certaines structures, ont fait que certaines structures ont arrêté de fonctionner, mais justement c'est quand le président Faure est arrivé que tout cela a repris. Est-ce que vous ne voyez pas et on a construit déjà 2005-2018, ça fait 13 ans. On a construit de nouvelles écoles d'instituteurs. Je vous signale, il y a 2 ou 3 nouvelles constructions. On a augmenté leur nombre. Non seulement ça a repris, mais on a augmenté le nombre. Alors je ne sais pas trop ce que vos questions cachent et qu'est-ce que vous voulez me faire dire. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, je ne sais pas, il faudrait être plus précis. Parce que ce que vous semblez dire, moi je dis que ce n'est pas honnête ni réaliste. Quand quelqu'un fait des efforts, il faut le reconnaître. Et maintenant, espérer qu'il aille plus loin ou demander que ça aille plus loin. Mais vous ne pouvez pas faire comme si rien n'était fait ou que ce qu'il a fait là, ça ne vaut rien. Justement, nous ne disons pas que rien n'est fait. Nous sommes dans un processus. Nous voyons justement que des routes sont construites. Oui. Mais est-ce que je vous demande sans doute, est-ce que vous, selon vous, ce que vous attendiez de la part du président dans ce mandat social, est-ce que cela est fait du moins? Cela est fait. Votre sentiment? Mon sentiment, c'est que cela est fait. Et cela est en train d'être fait. Ce n'est pas une fin, c'est un processus. C'est un processus. Le programme FNFI continue, par exemple.
pour aider les jeunes qui ont fini l'emploi, qui n'ont pas accès au financement dans les banques, d'avoir un financement pour s'installer. Les femmes qui continuent à pouvoir bénéficier de cela, les agriculteurs, et tout ce que les autres ministères font. C'est-à-dire que le développement d'une société, c'est un tout, c'est quelque chose de global. Et il faut regarder tout ce qui se fait au niveau de chaque ministère et vous allez voir que beaucoup de choses sont en train d'être faites au profit des populations pour améliorer les conditions. Mais encore une fois, je dis, les besoins, les attentes sont tellement immenses que ça va continuer parce que c'est un processus et qui doit continuer, qui ne peut même pas s'arrêter. Regardez les pays occidentaux. Est-ce qu'il n'y a pas de crise sociale là-bas? Est-ce qu'ils ont fini? Pourtant, ils ont atteint, on dit, c'est des pays développés. Mais il y a encore des poches de pauvreté, il y a encore des attentes, il y a encore, etc. Et c'est en permanence que cela doit se faire. Je vais justement revenir un peu sur la crise, ce que vous dites quand même qu'il n'y a pas de crise sur le campus. Mais je vais y revenir un tout petit peu en parlant de l'arrestation d'un professeur sur le campus. Je parle là du professeur Inou Ateba. Est-ce qu'en tant qu'enseignante aujourd'hui, vous êtes d'accord que le SRI s'ingère dans les affaires universitaires? C'est un dossier que je ne maîtrise pas. Donc je ne peux pas vous répondre. Je ne maîtrise pas, mais je sais qu'il y a eu un antécédent, peut-être dans les années, je ne sais pas, 90. Il y a déjà eu des antécédents. Donc, et comme je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette affaire, je ne peux rien en dire. Madame, nous allons clore cette émission. Un mot à l'endroit de toutes les femmes qui nous suivront partout dans le monde, puisque nous sommes sur C+ TV, c'est une télévision en ligne. Un mot à toutes ces femmes-là. Juste pour nous dire, nous les femmes, qu'on n'est pas moins intelligentes que les hommes. Au contraire, parfois on est parfois plus intelligentes. En tout cas, nous avons quelque chose à apporter à cette société. Nous devons occuper pleinement notre place. Mais notre place, elle est là. On est dans un rapport de force, c'est vrai, mais les hommes ne nous donneront pas notre place. C'est à nous de l'occuper pleinement. Et pour cela, il faut qu'il y ait plus de solidarité entre femmes, qu'on crée des réseaux et qu'on se soutienne, qu'il y ait plus de formation pour libérer les femmes des pesanteurs, on va dire des carcans qui plombent qui font qu'elles ont peur de se mettre en avant. On est toujours derrière les hommes, de se mettre en avant, de prendre des responsabilités et se battre effectivement pour qu'au niveau législatif, la plupart de nos textes de loi puissent être revus afin voilà, de favoriser les femmes. Comme je le disais au début de l'émission, il y va de la survie même de nos sociétés, que les femmes et les hommes soient traités équitablement, puissent jouir des mêmes droits. Merci beaucoup, madame, d'être passée dans cette émission. Merci. On peut retenir justement, en ce qui concerne vos propos, que la femme, en général, justement, doit se battre pour pouvoir se mettre à la place qu'il faut dans la société, parce que les hommes, selon vous, madame, ne vous donneront pas cette place-là dans la société. Non, c'est à nous de la prendre. Elle est là, elle est déjà là, il faut la prendre. En ce mois de la femme, nous disons merci à toutes les femmes qui nous ont suivis partout ailleurs dans le monde, notamment à Sokodé, au Togo. Merci à vous qui nous avez suivis également, aux hommes partout ailleurs, notamment aux États-Unis. On se retrouve dans 2 semaines justement pour une nouvelle émission, C'est politique. Nous parlons de la société, nous parlons de la politique. Merci une fois encore à vous de nous avoir suivis.